Mesdames et messieurs, bonjour. Tout le plaisir pour nous de revenir au JDD, le jeudi du dimanche, de ce 28 décembre 2025, un mois qui s'achève, mais qui s'achève aussi avec la tristesse. Nous avons appris ce matin le décès de la grande cantatrice Khar Mbaye Madiaga. Eh bien, nous sommes très peinés. Le peuple sénégalais également doit être très peiné parce que c'est une égérie justement de l'histoire de ce pays qui connaît tous les ressorts justement de la société sénégalaise. Et c'est une vieille figure effectivement de Rufisque, mais en même temps aussi de tout le Sénégal qui disparaît ainsi. Je pense que le peuple sénégalais pourra lui rendre un hommage, mais immédiat, au nom de toute la direction générale et au nom de tout le personnel, nous prions pour le repos de l'âme justement de Khar Mbaye Madiaga, qui est une grande personnalité, une personnalité incontournable dans l'éclosion des consciences dans notre propre pays. Mais c'est la tristesse qui nous envahit après l'avoir appris. Cela dit, nous pensons, dans le prolongement effectivement de cela, que la politique, c'est de la science. Ça n'est pas de l'improvisation, ça n'est pas de l'approximation, mais c'est une conduite rationnelle. Mais pour nous éclairer un peu la lanterne et pour apporter beaucoup plus de curiosité nourrie, nous avons invité sur le plateau un homme de la science, un homme du métier, un universitaire jeune, mais aux promesses très réelles. Et il s'appelle professeur Maurice Soudieck John. Professeur, bonjour. Bonjour Mamadou. Je salue tous les spectateurs et téléspectateurs aussi, puisque c'est en relation avec la télévision de Radio et ITV. Professeur, nous allons très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Mais vous avez appris aussi peut-être bon, comme nous, disons, cette perte immense donc, de Khar Mbaye Madiaga. Vous avez un souvenir de cette grande dame? J'ai souvenir d'une dame remarquable, pleine d'élégance, qui était au sommet de son art, qui était une muse, une cantatrice de classe exceptionnelle. C'est une grande tristesse pour tout le peuple sénégalais, pour tout le monde des arts et de la culture. Et je prie Dieu qu'il l'accueille dans son paradis et le couvre de sa miséricorde. Très bien dit. Elle a fredonné un air qui s'appelle « Démocratie Moumay Sogalaire ». Dans cette chanson, elle apaise les cœurs. Elle montre qu'en vérité, la démocratie, c'est certes une conquête, mais ça doit être fait dans des rapports très sains. Parce qu'après tout, nous formons un peuple, nous formons une communauté. Nous sommes tous parents. Et nous devons peut-être établir des règles de jeu, mais aussi qu'on respecte ces jeux-là. Et je crois que nous reviendrons avec notre invité sur ces aspects liés justement à la démocratie. Professeur, pour vous présenter très brièvement, vous êtes spécialiste donc, de la science politique, vous êtes agrégé de sciences politiques depuis 2021 et vous enseignez aussi à l'université de Saint-Louis. C'est l'occasion aussi de dire bonjour à tout le personnel, à tous les membres donc, de cette grande université de l'UGB et un grand respect au professeur Amadou Lamine Ndiaye qui fut justement le premier recteur de cette université-là. Donc vous êtes agrégé, mais en même temps aussi vous enseignez à l'université de Gaston Berger et vous êtes aussi un chercheur. Et en plus aussi vous êtes un chercheur associé à des laboratoires, sans doute sur des grandes problématiques nous allons les parcourir un peu les unes après les autres. Mais en même temps aussi vous êtes membre d'un certain nombre je dirais toujours des associations voilà, universitaires pour mener la réflexion sur les questions qui vous concernent ou qui préoccupent un peu ce monde-là. Aujourd'hui donc, par votre science, mais en même temps aussi par votre statut, nous avons voulu passer en revue un certain nombre de modes opératoires de la démocratie dans notre monde d'aujourd'hui. Mais en même temps aussi regarder si nous resserrons les choses, notre pays, où est-ce qu'il en est. La question peut-être que je peux vous poser simplement, c'est une question d'ouverture. Pour vous la poser directement, c'est de savoir comment lire la démocratie dans le monde d'aujourd'hui en 2025. Je crois que la démocratie traverse une certaine crise, pour ne pas dire une crise certaine, tant il est vrai qu'on a une crise d'abord de la représentation, une crise de la représentation en ce sens que les élites semblent de plus en plus déconnectées d'avec le peuple, c'est-à-dire ceux-là qu'ils sont censés représenter et aussi ceux-là pour le compte desquels ils doivent
produire une action politique qui doit être bénéfique au plus grand nombre. Donc cette crise de la démocratie montre un peu, s'analyse en ce sens qu'il y a de plus en plus une montée de pouvoirs autoritaires ou de pouvoirs populistes à travers le monde qui ont tendance à remettre en cause les bases, les fondements de la démocratie, mais aussi de l'état de droit. Et tout cela donne à penser que c'est le modèle, c'est le système démocratique lui-même qui traverse une crise de sens, une crise de la représentation, mais une crise également de l'action efficace au profit de l'intérêt général, une crise dans le sens de pouvoir prendre en compte correctement les questions économiques, culturelles et sociales. Dans le cadre de l'Afrique et plus spécifiquement, plus singulièrement du Sénégal, cette crise également est une crise quelque part de la conscience historique. C'est une crise de la conscience professionnelle, c'est une crise de la conscience républicaine et c'est une crise de la conscience civique. Conjuguées et reliées les unes avec les autres, eh bien, toutes ces crises montrent une certaine déliquescence de la démocratie en Afrique et aussi une certaine difficulté aussi au Sénégal, malgré le fait que le Sénégal constitue, comme vous le savez, une belle exception démocratique qui, malgré les difficultés, malgré les contradictions, cherche à se perpétuer et à se pérenniser dans ce mode démocratique qui nous est si cher. Est-ce qu'on a senti des signes annonciateurs de cette crise à l'échelle mondiale et à l'échelle aussi continentale et même peut-être singulièrement au Sénégal? Les signes annonciateurs, c'est certainement la crise économique qui se développe. La crise économique qui se développe parce que cela révèle de plus en plus l'incapacité, si je puis dire, ou en tout cas l'inefficacité ou l'insuffisante compétence des gouvernants à régler les problèmes concrets qui se posent aux citoyens. Mais il y a aussi qu'avec la mondialisation, qu'on assiste à une certaine déstructuration des identités pertinentes, des identités déterminantes, et ce qui fait qu'on a une quête de sens dans le rapport à l'autre. Nous avons des contradictions, des difficultés de compréhension entre des peuples de plus en plus divers, mais qui ont du mal à se saisir en tant qu'identité, en tant que telle, et à se saisir également dans le rapport à l'altérité. Dans la mesure où peut-être cette crise-là, elle est maintenant installée, le plus important peut-être c'est de chercher maintenant des solutions, de résorber d'abord cette crise-là, et en même temps aussi de voir quelles sont maintenant les nouvelles forces qui peuvent impulser, régénérer la démocratie, lui donner de nouveaux horizons, en même temps des habits neufs. Est-ce que ceci aussi se prépare dans les opinions? On reviendra un peu tout à l'heure sur la démocratie de l'opinion publique. Mais l'idée, c'est simplement de voir s'il y a des ressorts sur lesquels la démocratie peut davantage s'appuyer pour revenir après cette crise-là. Ces ressorts, je crois que c'est l'information, la sensibilisation, c'est l'éducation aux valeurs civiques, aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, mais le ressort aussi, c'est les ressorts de l'état de droit. L'état de droit qui doit permettre de mettre en évidence ces principes-là, de les protéger, de les préserver contre toutes les dérives autoritaires et arbitraires venant des gouvernants, mais également contre les dérives qui peuvent venir des citoyens. Donc, sur le plan intellectuel, sur le plan cognitif, sur le plan épistémologique, il y a un travail à faire, un travail d'information, d'éducation, de régénération des valeurs démocratiques en un mot. Et sur le plan de l'état de droit, il y a qu'il faut conserver, solidifier les garde-fous de l'état de droit et faire en sorte que ceux qui s'éloignent des valeurs, des principes démocratiques puissent être ramenés à l'ordre, qu'ils soient des gouvernants ou qu'ils soient des citoyens. Très bien. JDD donc du 28 décembre 2025 reçoit le professeur Maurice Soudiek John, agrégé de sciences politiques et professeur à l'université de l'UGB, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur, on a remarqué quand même une chose qui est assez paradoxale, c'est-à-dire que tous ces régimes autoritaires sont passés par la voie démocratique pour arriver au pouvoir. Et ensuite, ils rendent un mauvais service à la démocratie parce qu'ils l'accusent de ne pas laisser s'épanouir justement les idées les plus
les plus, à la limite, entre guillemets, réactionnaires. Je crois que Saint-Just disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais la démocratie repose sur cette contradiction principielle qui fait que même les idées qui ont tendance à la remettre en cause sont des idées acceptées au nom de la démocratie. Et elles sont les bienvenues. Je ne sais pas si elles sont toujours les bienvenues, mais je pense qu'il y a des garde-fous à préserver. C'est le respect de la diversité, c'est le respect du pluralisme, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de la personne humaine. Et je pense qu'au nom de la démocratie, on ne devrait pas tolérer le racisme, on ne devrait pas tolérer la stigmatisation d'une ethnie particulière, d'une religion, ou en tout cas, on ne devrait pas mettre l'accent sur les identités macro-sociologiques, parce que le propre de la démocratie, c'est de gérer la diversité, non pas en alternance, mais en permanence, et de déglobaliser, de déconstruire les identités macro-sociologiques pour les traduire en idées politiques susceptibles d'être prises en compte par les politiques publiques. Parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les ethnies entre elles, d'opposer les religions entre elles ou d'opposer les diverses identités entre elles. C'est de voir comment construire du sens pour mettre tout le monde ensemble afin que nous puissions aller vers l'essentiel qui nous unit et qui nous réunit. Et c'est tout le sens de la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Quand vous parlez justement de sens, on a comme l'impression que les nouveaux acteurs, ils se situent moins du sens et plus du spectacle, c'est-à-dire de l'apparition d'un phénomène d'être accepté justement par le plus grand nombre, mais en même temps aussi d'utiliser sans doute des moyens par lesquels effectivement ils établissent un rapport avec les opinions. Est-ce que c'est le temps justement de la démocratie d'opinion qui prévaut avec justement ce qu'on appelle l'espace, la scène et l'utilisation des médias, et en même temps aussi peut-être maintenant on arrive à ce qui est appelé starisation de la politique, végétarien de la politique, et j'en oublie. Je pense que c'est un phénomène qui gangrène la démocratie et c'est une dimension qu'il faut déconstruire parce que finalement on est dans des opinions qui sont dans l'absolu toutes égales les unes par rapport aux autres, alors que ce n'est pas forcément le cas, d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, eh bien, un prix Nobel d'économie a la même valeur dans son opinion que celle du citoyen lambda. Donc ça, c'est des biais de la démocratie, c'est des insuffisances de la démocratie, c'est des dangers même de la démocratie, parce que ce phénomène de starification dont vous parlez, ce phénomène de la politique spectacle nous éloigne de l'essentiel et que finalement ce ne sont pas dans ces conditions-là les plus compétents ou les plus vertueux qui sont promus, mais c'est peut-être ceux qui font plus de bruit ou ceux qui savent mieux organiser la scénarisation du politique qui sont portés au pinacle et on ne manque pas de voir les conséquences. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, les ressorts de la démocratie reposent sur une information plurielle, une information diversifiée, mais une information crédible des citoyens et au-delà sur une formation, sur un renforcement des moyens cognitifs intellectuels du plus grand nombre afin qu'ils puissent suffisamment être outillés, les citoyens, afin de pouvoir distinguer la bonne graine de l'ivraie. Si on passe en revue également l'époque, on peut la considérer comme une époque également qui est dépourvue de fortes personnalités, c'est-à-dire qui transcende un peu peut-être un certain clivage, mais peut-être même dont l'influence transcende même, je veux dire, dépasse même les frontières de leur propre nationalité. C'est, disons, cette époque-là, puisque voilà, elle manque en tout cas de ressorts pour faire émerger justement cette personnalité-là, elle s'appauvrit elle-même en tant qu'époque. Elle s'appauvrit parce que justement, il n'y a pas de personnalité pourvue de lumière pour éclairer les foules, pour éclairer les citoyens, comme vous le dites, mais en même temps aussi pour peut-être engager des batailles qui en vaillent la peine. C'est ça. On est en fait dans une période assez complexe de crise des idéologies qui pose le problème
de l'avenir des idéologies et des idéologies d'avenir. Et je crois qu'il y a aujourd'hui cette pénurie de personnalités exceptionnelles, comme vous dites, susceptibles d'inspirer, d'influencer le monde, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Mais quoi qu'il en soit, il faut se dire aussi que cette capacité à influencer, ce charisme certain qui fait la grandeur des hommes politiques d'exception doit être quelque part relativisé parce qu'avec les catégories de la domination chez Weber, domination charismatique, domination légale rationnelle, domination traditionnelle, Weber estime que le charisme est une forme de domination qui doit être routinisée, c'est-à-dire qui doit être stabilisée en des règles ou traditionnelles ou légales rationnelles. Je crois qu'il faut mettre en avant, de mon point de vue, l'état de droit, mettre en avant les objectifs de transformation qualitative et positive de la société et pour la réalisation de ces objectifs-là, mettre le charisme au service de cela. Alors, vous avez parlé d'une expression qui est assez amusante, ça me fait sourire un peu, la pénurie justement de personnalité de cette envergure-là. Mais maintenant, puisqu'il y a ce déficit, par quoi faut-il remplacer justement cette absence de forte personnalité? La nature a horreur du vide. Les fortes personnalités émergent en temps de crise. Dans des circonstances pas Dans des circonstances exceptionnelles, oui. Émergent des hommes exceptionnels. Et je crois que la situation que nous vivons de crise de la démocratie, certainement, va révéler des personnalités d'exception qui vont cristalliser la confiance du peuple pour pouvoir transformer la société, pour pouvoir venir à bout des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas que ce soit la dimension messianique qui soit avancée en tout premier lieu, mais je crois que c'est d'abord la capacité, encore une fois, à transformer qualitativement et positivement la société qui doit être mise en avant avec des compétences réelles et le charisme doit être au service de ces objectifs-là. J'ai envie très vite de lier ça peut-être à la situation que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal peut toujours se prévaloir d'être une exception démocratique en Afrique? Le Sénégal est une exception démocratique, ne serait-ce que le pays a connu une continuité politique depuis 1960 sans rupture de l'ordre constitutionnel. Le Sénégal a connu 3 alternances démocratiques en 2000, en 2012 et en 2024. On a pu voir la manière dont l'élection présidentielle de 2024 a été organisée après qu'elle a été reportée, ce qui a été un fait inédit dans les annales politiques de l'histoire du Sénégal et même du monde, à 10 heures de l'ouverture de la campagne officielle par le président Macky Sall. Et malgré cela, les institutions démocratiques sénégalaises, notamment l'institution judiciaire suprême, le Conseil constitutionnel, a fait montre de résilience, de résistance afin de sortir de l'ornière et au-delà des péripéties rocambolesques de cette élection, arriver à une transition en douceur. En principe, quand même, si tout le monde est d'accord que le Sénégal est une exception démocratique, ça ne devrait pas s'arrêter simplement à ce constat-là. Il devrait y avoir peut-être des ressorts d'influence des autres pays pour s'inspirer un peu peut-être du modèle sénégalais pour le dupliquer ailleurs, plutôt que de se dire simplement nous nous fermons entre nous et nous sommes un îlot où il y a une certaine prospérité politique. En réalité, un modèle, comme vous dites, on s'en inspire, on ne le réplique pas tel quel. Je crois qu'on peut avoir les mêmes, on peut s'approprier les principes démocratiques, mais faire toujours un travail d'adaptation aux réalités historiques, culturelles et sociologiques propres à chaque pays, et que chaque pays aussi est déterminé par sa trajectoire particulière, mais aussi déterminé par la qualité des hommes qui ont la lourde responsabilité d'assurer la direction de la communauté. Quand on voit que certains pays, peut-être de la sous-région et même peut-être de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, disent que peut-être elles aussi, elles sont arrivées à expérimenter, n'est-ce pas, des modèles d'alternance, des changements de régime. Quelque part, nous ne sommes plus seuls. Oui, on a eu d'autres pays qui ont connu des alternances, c'est vrai, mais de plus en plus aussi, on voit ce qu'on pourrait interpréter comme un recul démocratique à travers des pratiques autoritaires, recul démocratique à travers l'élimination de candidats représentatifs
à l'élection présidentielle qui fausse quelque part la compétition politique, puisque selon des auteurs comme Robert Dahl, la démocratie repose sur l'élargissement de la compétition politique et l'élargissement de la participation politique. Et donc cette fermeture, cette clôture du champ politique, du champ démocratique, par des stratégies, par des usages qui sont à la limite de la manipulation outrancière des institutions et qui fragilisent dangereusement la démocratie, doivent être mises en évidence et dénoncées, c'est un premier point. Mais aussi, on voit que ces manipulations du jeu et cette tendance à se maintenir au pouvoir en violation des principes et des règles démocratiques et de celles de l'état de droit fait aussi qu'on a de plus en plus l'entrée en scène des pouvoirs militaires qui sortent des casernes, les militaires, et qui prennent le pouvoir alors que souvent ils ne sont pas préparés à cela, mais lorsque on a aussi les pouvoirs civils qui n'arrivent pas à gérer correctement le pouvoir et qui s'enlisent dans la corruption, dans le népotisme, dans le clientélisme, et qui plus et n'arrivent pas à assurer la sécurité du pays, des pays en question, parce que le premier droit finalement c'est la sécurité, c'est sur ce droit-là que sont hantés, que sont greffés tous les autres droits. Et c'est le droit, c'est ce droit à la sécurité qui est en réalité le fondement du contrat social à durée indéterminée. Très bien. La démocratie, si je comprends un peu votre brillante analyse tout à l'heure, récuse la manipulation. Elle récuse la manipulation, mais tout en n'étant pas à l'abri de celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des dispositifs, encore une fois, cognitifs, intellectuels, épistémologiques, pour contrer la manipulation et l'instrumentalisation de la démocratie, parce que n'oubliez pas qu'on peut arriver à instaurer un régime autoritaire en subvertissant les institutions démocratiques. C'est ce qui est arrivé en Allemagne, c'est ce qui est arrivé en Italie au début du siècle, avec la montée du nazisme ou du fascisme. Donc c'est sur la base des règles démocratiques qu'un homme charismatique les a subvertis pour instaurer un régime tout à fait autre. Donc, quelque part, la démocratie, c'est aussi la manipulation, c'est un peu le danger qui guette la démocratie. C'est pourquoi je dis qu'il faut une information plurielle, une information crédible, mais aussi il faut des moyens intellectuels, cognitifs qui puissent éclairer judicieusement les citoyens afin qu'ils puissent opérer les choix pertinents quant à savoir qui est en mesure de gouverner et de présider aux destinées du pays. La démocratie pourrait supposer également qu'il y ait d'autres forces qui viennent la soutenir dans son projet de stabiliser un pays, de stabiliser une nation, en s'appuyant effectivement sur ces forces-là. Si vous avez identifié ces forces-là, quelles sont-elles ? Les forces, il y a toutes les forces sociales, hein, toutes les forces politiques, mais ces forces doivent être organisées. Il y a des forces qui influencent le pouvoir, comme les forces syndicales, les forces associatives et toutes autres forces qui constituent la société civile. Nous avons aussi un espace public où des citoyens raisonnables, rationnels et responsables interagissent pour ensemble définir les compromis dynamiques qui doivent présider à l'organisation et au fonctionnement des affaires publiques. Mais nous avons également que la démocratie va reposer sur le respect des identités, sur l'ouverture à l'autre, sur la conscience de soi et la conscience des autres pour ensemble construire un vivre ensemble, et c'est extrêmement important dans une démocratie parce que c'est cela qui permet d'avoir une société stabilisée, une société paisible, et sans cette paix, sans cette stabilité qu'offre la démocratie, on ne peut pas s'engager dans la voie de la résolution des problèmes économiques et sociaux. Donc on dit d'ailleurs que dans le processus de manipulation qui est peut-être enclenché dans un certain nombre de pays, et peut-être même le Sénégal n'est pas épargné, il y a le plus souvent un théâtre d'ombre qui agit, où les acteurs ne sont pas visibles, on ne peut pas les dévisager, mais ils agissent à l'ombre ou bien peut-être à l'insu, si bien que peut-être
il n'y a que des combinaisons d'intérêts qui agissent justement sur l'espace public. Certes, c'est un des biais de la démocratie, puisqu'il y a toujours des intérêts latents ou exprimés, des intérêts identifiés ou non identifiés, obscurs ou visibles ou invisibles, mais la démocratie fonctionne sur cette base. L'essentiel, c'est qu'on ait des arbitrages qui puissent se faire sur la base de l'intérêt général et sur la base du respect des règles de l'état de droit. Mais on ne peut pas rejeter le fait que la démocratie, c'est finalement un conglomérat d'intérêts, mais il faut qu'il y ait une production de sens qui permette, au-delà de ces divergences d'intérêts, de cette pluralité conflictuelle de cette pluralité conflictuelle d'idées, de valeurs, d'intérêts, qu'on puisse produire du sens afin que tout cela puisse tenir, mais aussi qu'on puisse procéder aux arbitrages qu'il faut, mais arbitrages qui doivent se faire dans le cadre de l'état de droit et dans le cadre de la satisfaction de l'intérêt général. Le Sénégal a expérimenté donc 3 alternances. Il y a à l'horizon une sorte de changement du personnel politique. On a comme l'impression peut-être qu'il y a un leadership plus rajeuni qui commence à émerger. Mais il y a aussi peut-être des figures qui ont beaucoup imprégné le Sénégal, même le Sénégal des profondeurs, qui commencent aussi à quitter la scène. Cette période de transition qui n'en est pas forcément, peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce qu'elle correspond à un besoin de changement d'allure, de régime, mais peut-être même de spécificité dans le cadre du Sénégal, qui abrite un peu peut-être ces mutations qui sont en cours? Oui, je pense qu'il faut d'abord nuancer cette idée d'émergence ou d'affirmation de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que le président Abdou Diouf a été gouverneur à 25 ans, qu'il a été Premier ministre à 35 ans, président à 45 ans. Des personnalités éminentes comme Djibo Leyti Ka, paix à son âme, a eu à exercer des fonctions alors qu'il avait moins de 30 ans. Donc des fonctions importantes dans l'appareil d'État, le président Moustapha Niasse, etc. Donc on a véritablement des hommes de grande qualité qui ont eu à gérer ce pays à un âge jeune. Donc ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, il y a aussi une reconfiguration de l'espace politique, du champ politique, parce qu'on a comme l'impression que les grandes formations politiques traditionnelles, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit le Parti démocratique sénégalais, AJ/PADS, tous ces partis qui ont fait la pluie et le beau temps dans les années 70, 80 et même 90 au Sénégal, sont en train de s'éclipser progressivement pour laisser la place à de nouvelles configurations, à de nouvelles forces politiques, notamment la force politique émergente et montante qu'a été le PASTEF. Et donc là, on voit clairement qu'il y a une rupture paradigmatique dans la compétition politique, mais aussi dans la sélection du personnel politique qui doit accéder aux fonctions de commande de la société. Et dans cette perspective-là, on peut dire qu'il y a effectivement un changement majeur avec le déclin des forces politiques traditionnelles et la montée de nouvelles forces politiques. Très bien. D'ailleurs, le surgissement donc, du PASTEF a étonné plus d'un monde. Beaucoup ne s'attendaient pas peut-être qu'il y ait une émergence aussi rapide et aussi vite donc, de la force politique PASTEF. Mais j'ai envie tout de suite peut-être d'aborder un sujet peut-être qui peut fâcher ou bien qui est d'une certaine délicatesse. Ousmane Sonko représente-t-il dans le mode opératoire un phénomène politique? Naturellement, Ousmane Sonko est un phénomène politique et ça, il faut le dire non pas de façon comme une affirmation gratuite, mais c'est une basée justement sur une analyse rigoureuse qu'on peut adosser à des faits précis, constants et circonstanciés. En 10 ans, il est arrivé à accéder, donc à conquérir le pouvoir avec sa formation politique. Il a, en 2017 déjà, lors des législatives, il avait un siège de député admis, lui-même obtenu avec le plus fort reste. au plus fort reste en
2019, il arrive 3e à la présidentielle. Et en 2024, c'est le candidat de son parti, le candidat qu'il a désigné, qui arrive à la magistrature suprême. Donc c'est une trajectoire qui, à n'en point douter, est une trajectoire brillante, est une trajectoire remarquable dans la conquête du pouvoir. Autre chose également, c'est une nouvelle manière aussi de faire de la politique. On a vu qu'ils ont commencé, au début, le PASTEF, c'était les idées, c'était le rôle des APE, comment l'Afrique devrait s'organiser par rapport à cela. Je me rappelle une conférence qu'il avait tenue en 2014 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à laquelle j'avais personnellement assisté, c'était en 2014. On a eu ensuite des campagnes de sensibilisation, on a eu les vacances agricoles, patriotiques, on a eu les cours de vacances organisés, des dons de sang. Donc, c'était vraiment une nouvelle manière de faire de la politique. Malheureusement, à partir de 2021, avec la volonté du président Sall d'évincer tous les opposants, le PASTEF est allé dans une sorte dans une confrontation avec le pouvoir en place. Et dans cette confrontation où le pouvoir en place instrumentalise les institutions, finalement, dans ce combat, on a eu parfois comme un brouillage du sens entre lutter contre l'État et lutter contre un régime. Et cela a entraîné les violences que l'on sait et qui sont regrettables. Mais au début, il faut dire que ce n'était pas l'option première du PASTEF. Quand on est un phénomène politique comme les Ousmane Sonko, a-t-on conscience justement d'être justement un phénomène politique? Si oui, a-t-on conscience aussi peut-être que bon voilà, c'est une étoile qui monte au firmament, mais que probablement aussi peut-être bon voilà, il faut savoir gérer peut-être bon cette immersion dans la société sénégalaise, cette coadéquation à la personne justement de Ousmane Sonko, et s'apercevoir maintenant de la manière dont il faut gérer ce capital, parce que c'est un capital, il peut être préservé, tout comme peut-être il peut péricliter. Oui, je crois que c'est un temps. Regardez par exemple le cas je vous parlais du président Diouf. Oui. Chaque moment historique a la particularité d'avoir une personnalité qui émerge. Enfin. Le président Wade avait un charisme extraordinaire dans les années 80, 90. Le président Macky Sall, en 3 ans, il est arrivé à conquérir le pouvoir. Il n'a jamais perdu d'élection depuis pratiquement tout le temps où il est resté aux affaires. Oui, donc ça veut dire qu'il y a à chaque époque une personnalité qui est portée au pinacle. Mais maintenant, c'est un capital de sympathie, c'est un capital, c'est des ressources politiques, des ressources symboliques qui sont entre les mains du leader, et le leader doit les gérer au mieux. Parce que s'il ne le gère pas au mieux, eh bien, c'est un capital qui peut aussi s'éroder. On a vu la montée d'Idrissa Seck, qui a été deuxième à l'élection présidentielle de 2007, deuxième à l'élection présidentielle de 2019, et qui a gravement dégringolé en 2024 en raison également d'options politiques qu'il a faites et qui ont été décriées par le peuple sénégalais, notamment le fait d'avoir rejoint le président Macky Sall en 2020, en laissant la place à Ousmane Sonko, qui a occupé le terrain et qui a pu conquérir le pouvoir. Donc ça veut dire que chaque leader politique a ce capital de sympathie, chaque leader politique a le vent en poupe à un moment donné, mais il faut qu'il puisse gérer ce capital de façon judicieuse, de façon rationnelle et de façon efficace. Mais ce n'est pas quelque chose qui est donné pour toujours. Quand le président Wade disait dans les années, quand il était dans le gouvernement du président Diouf, on ne manifeste pas contre un gouvernement dans lequel je suis. Ouais. Quand il y a eu les coupures d'électricité, il a dit aux Sénégalais retournez à la bougie. Donc quelque part, il y a un moment où il pensait qu'il était... il ne se sent plus. Qu'il avait une autorité. Il est dans les silences. Exactement. Après, finalement, les choses changent. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a perdu le pouvoir et qu'il revenait de temps à autre au Sénégal, par rapport donc à aux affaires politico-judiciaires qui ont pris en tenaille son parti et notamment son fils, face à la foule qui scandait
le vieux est fort et il disait que Dieu seul est fort. Donc tout cela pour dire qu'il faut relativiser le pouvoir, relativiser le charisme, relativiser la puissance humaine, quelle qu'elle puisse être, et se dire que ce qui est important, comme je le précisais tantôt, c'est de prendre ce charisme, cette capacité de mobilisation et ce capital de sympathie au service de la transformation qualitative et positive de la société et non pas l'inverse. JDD donc reçoit, du 28 décembre, reçoit Maurice Soudieck John, professeur agrégé de sciences politiques et enseignant à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur, reste un peu sur le cas de Sonko. Ils sont arrivés au pouvoir. C'est vrai que leur conquête du pouvoir a été disons, un modèle en soi, un modèle de conquête du pouvoir, avec peut-être bon, voilà, l'agrégation de plusieurs sympathies qui les ont aidés peut-être bon, à arriver au pouvoir. Mais arriver au pouvoir, c'est une chose par la conquête. Mais maintenant, gérer le pouvoir, c'en est une autre. Ces deux modes-là, comment peuvent-ils s'opérer ensemble en une formation politique, ou bien en un seul homme, ou bien en un seul courant politique pour les préserver justement des errements? C'est une question fort intéressante. En réalité, on a trois niveaux d'analyse. Un niveau d'analyse concernant le politique, un autre niveau d'analyse concernant la politique et un troisième niveau d'analyse concernant les politiques. Alors, parlant du politique, on est au niveau des essences, au niveau des principes d'ordre et de cohésion, de progrès aussi de la société. C'est véritablement du domaine du lieu de la transcendance. Ensuite, nous avons le domaine de la politique. C'est le domaine de la confrontation des idées, des valeurs, des intérêts. C'est le domaine de la stratégie et des luttes pour accéder au pouvoir. Et ensuite, nous avons le domaine des politiques, c'est-à-dire les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre pour assurer le développement culturel, économique et social du pays. Donc, ces trois dimensions-là s'enchevêtrent, s'enchastrent, et je crois qu'il faut trouver le meilleur équilibre possible entre ces trois dimensions, parce que quelle que soit la générosité des idées que l'on a, il faut forcément se battre sur le terrain pour les faire triompher, en respectant les règles et les principes de la démocratie, mais aussi en pouvant mobiliser les politiques publiques les plus pertinentes et les plus efficaces pour assurer le développement du pays. Donc je crois que c'est trois niveaux d'analyse qu'il faut apprécier par rapport à leur juste mesure, et c'est de l'imbrication de ces trois éléments-là, de l'équilibre subtil entre ces trois dimensions, qu'on a l'action politique efficace. L'analyste que vous êtes, quand il se projette un peu sur les dynamiques qui sont en cours dans notre pays, arrive-t-il à percer un peu le mystère autour justement de l'engagement politique et surtout des passions, voilà, qui peuplent ou bien qui inondent un peu l'espace public? On a comme l'impression que sans passion, peut-être les politiques ne se déploient pas. C'est une erreur de perception de ma part, ou bien c'est une... Certes, il faut peut-être faire la part des choses. Passion, certes, mais passion de quoi? Est-ce que c'est la passion pour l'accès aux ressources économiques et symboliques, pour les ambitions personnelles, ou est-ce que c'est la passion pour servir, la passion pour transformer la société, pour réaliser les objectifs de développement qu'on se donne? Donc, passion, oui, mais passion de quoi? Ça, c'est la première question. La deuxième chose aussi, c'est que dans une démocratie, certes, les passions sont les bienvenues, y compris même les ambitions personnelles, parce que aussi, ça fait partie de l'humain, mais il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des institutions de régulation, de canalisation des passions pour éviter qu'elles ne puissent déborder et qu'elles ne donnent lieu à des dérives dans la violence. Mais sinon, la démocratie, c'est justement l'art de gérer, de canaliser les passions, mais que la plus grande des passions, ce n'est pas cette passion pour se servir, mais c'est la passion de servir. C'est cela qui fait les grandes nations et c'est cela qui fait le charme et tout le sens de la démocratie. En fait, vous insistez justement sur l'aspect passion, mais c'est que souvent,
il est perçu que les passions occultent un peu les vrais débats. C'est-à-dire que ceux qui sont passionnés de politique, à la limite, le sujet conscient est évacué. Donc, c'est peut-être par des crispations, soit identitaires, communautaires, soit par des intérêts égoïstes que les gens se retrouvent, mais pas par des discours peut-être, à la limite, un peu de discernement, qui permettent aux gens de faire des choix ultérieurs basés effectivement sur une connaissance appropriée des programmes et des orientations justement des partis politiques ou des leaders qui les incarnent. Tout à fait. Mais cela est lié pour une bonne part à la pratique politique des acteurs. Lorsque les acteurs sont dans une logique d'instrumentalisation des institutions et de manipulation des règles du jeu, parce que la démocratie, comme dit Pierre Bourdieu, c'est l'accord sur les désaccords. Il ne peut pas y avoir de jeu si on ne s'entend pas sur les règles. Mais lorsque les règles sont manipulées de façon unilatérale et outrancière au service d'un parti, notamment le parti au pouvoir, eh bien, ça cristallise des passions. Et plutôt que de se cristalliser sur l'essentiel, comme vous dites, c'est-à-dire la confrontation des idées, des valeurs, des intérêts dans l'espace public à travers une discussion entre des citoyens raisonnables, responsables, rationnels, qui cherchent à trouver les solutions les meilleures pour le fonctionnement, pour la gestion des affaires publiques, eh bien, on va être dans la confrontation autour des règles du jeu. Ça, c'est une première faiblesse de la démocratie, notamment de la démocratie au Sénégal, c'est-à-dire que pendant longtemps, de tout temps, on a toujours eu cette confrontation autour des règles. Certes, il y a eu beaucoup de bons qualitatifs qui ont été effectués, notamment avec le Code consensuel de 1992. Mais on voit qu'il y a toujours une sophistication des moyens, des stratégies de manipulation outrancière des règles du jeu et des institutions. Quand le président Wade se rend compte que la manipulation des règles du jeu ne peut plus se faire au sens matériel du terme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à coupler et découpler les élections. Ensuite, quand cette stratégie-là ne va pas marcher, c'est-à-dire cette manipulation dans le temps, qu'est-ce qu'il va imaginer? Il met en œuvre une loi qui est censée rabaisser la majorité à 25%, alors que le président Diouf avait perdu les élections en 2000 avec 41% au premier tour. Et c'est ce qui a donné les mobilisations du 23 juin. Quand le président Sall arrive au pouvoir en 2017, il a 49,48% aux élections législatives avec 125 députés et une victoire qui avait été amplifiée de façon exponentielle par le mode de scrutin. Eh bien, il va instaurer le mécanisme de sélection qui est le parrainage pour être élu facilement en 2019. Donc, il y a une sophistication des stratégies de manipulation des règles du jeu. Et cela a tendance à cristalliser les passions. Ou alors, une tendance à vouloir éliminer des candidats représentatifs. On l'a vu au Sénégal, on a pu le voir en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans pas mal de démocraties où les principaux opposants les plus représentatifs sont écartés du jeu. Donc on a une sophistication des stratégies. Et quand on est dans ces schémas-là, malheureusement, les luttes vont porter sur la crédibilisation du jeu plutôt que sur et non pas sur le fond, c'est-à-dire non plus sur la démocratie substantielle, c'est-à-dire comment on oppose les projets pour en choisir le meilleur, mais sur la démocratie formelle, c'est-à-dire finalement comment on arrive à pouvoir instituer des règles démocratiques, des institutions démocratiques qui assurent une compétition transparente et loyale. Professeur, que répondez-vous à ceux qui sont assez nombreux, qui estiment que plus ça change, plus c'est la même chose? Les alternances, les gens enregistrent les alternances, mais fondamentalement, ils ne voient pas de Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, ils ne voient pas les transformations profondes qui améliorent peut-être un peu l'ordinaire justement des Sénégalais. De Wade à Macky Sall, peut-être il y a du point de vue physique des changements majeurs, et sous l'ère des Diomaye et des Sonko également, peut-être que les changements tardent à se manifester. Donc ceux-là qui disent que, en fait, certes il y a des alternances, mais les changements ne sont pas encore au rendez-vous. Tout à fait, parce qu'il semble qu'il y a
des paradoxes dans les constructions hégémoniques rapportées à la construction démocratique. Et comme vous le dites, c'est une constante depuis le président Léopold Sédar Senghor. Et que finalement, le dynamisme de la démocratie sénégalaise, c'est sans cesse de se renouveler après des pratiques, après des périodes de pratiques autoritaires. C'est-à-dire que les constructions hégémoniques du pouvoir personnel contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie. C'est une des conclusions fortes de ma thèse sur le processus d'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal. Et cela se vérifie encore parce que quand les acteurs, quand le nouveau gouvernant arrive au pouvoir, eh bien, il cherche à se stabiliser. Et cette stabilisation, souvent, va de pair avec des pratiques autoritaires qui sont perpétuées, avec des pratiques clientélistes également qui sont perpétuées. Et ce sont ces mêmes pratiques et ces mêmes pratiques autoritaires et clientélistes qui vont être, au bout d'un certain moment, rejetées par le peuple sénégalais pour remettre encore en selle d'autres gouvernants qui, le plus souvent, également s'inscrivent dans les mêmes travers. Donc ça, c'est une réalité dans le fonctionnement du jeu politique sénégalais, mais c'est des tares qu'il faut identifier, celle du clanisme et celle du clientélisme, mais qu'il faut d'abord saisir et comprendre comme des contraintes et qu'il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier que c'est des contraintes, et une fois qu'on les a identifiées en tant que telles comme des contraintes, que l'on s'emploie à voir les voies et moyens les plus appropriés, celles qui sont idoines à pouvoir les contourner, parce qu'autrement, ces contraintes retombent sur la figure de ceux-là qui les ont niées. Et je crois que ça, c'est une réalité essentielle, mais je ne pense pas que la réforme soit impossible. Déjà, il y a des avancées qui peuvent être faites, notamment en ne faisant pas converger tous les rapports des corps de contrôle sur la table du président de la République afin qu'il soit seul à décider de l'opportunité de les déférer devant la justice ou pas, que l'on puisse avoir des corps de contrôle qui puissent, lorsqu'il y a des infractions qui sont présumées avoir été commises, qu'on puisse saisir directement un juge d'instruction, ou que obligation soit faite, qu'on puisse saisir directement le juge d'instruction, ou qu'obligation soit faite au procureur de pouvoir donc les transmettre immédiatement au juge d'instruction. Ça, ce sont des avancées, mais également il faut qu'on essaie de renforcer encore une fois l'éducation citoyenne et ce slogan du Djub Djubal Djubanti, je crois que c'est deux aspects essentiels qui sont complémentaires, des gouvernants qui doivent être exemplaires parce que c'est prêcher par l'exemple, je crois que c'est plus convaincant, mais aussi il y a la mentalité des citoyens qu'il faut aussi revoir parce que souvent c'est une forte pression qui est faite aux politiques, sachant qu'ils n'ont pas raisonnablement les moyens de satisfaire cette demande sociale. Donc on a un problème à la fois au niveau des élites et au niveau des populations, ce qui fait que ce n'est pas un problème facile à régler, mais que si les procédures de l'état de droit sont de plus en plus renforcées, la transparence, la redevabilité renforcée et que aussi des politiques publiques de plus en plus efficaces au service du plus grand nombre soient mises en branle, je pense qu'avec le temps, on peut sortir de ces travers que sont le clientélisme et le clanisme. Mais encore une fois, c'est des contraintes qu'il ne faut pas nier, parce que si on les nie, on ne peut pas les résoudre. Professeur, vous êtes très jeune. Je voulais vous raconter vous rapporter juste une anecdote que j'ai eue avec le professeur de sociologie suisse, Jean Ziegler. Il estime avoir rencontré donc Cabral à Conakry dans les années 70 ou 73. Et Cabral avait réuni donc tout le Gotha du PAIGC. Le PAIGC, c'est le parti qui réunissait et les îles du Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Parce qu'on était à quelques encablures donc maintenant de l'indépendance. Et de façon prémonitoire, Cabral devrait maintenant songer à l'après-guerre d'indépendance. Et il a tenu cette rencontre pour dire à tout le monde, donc militaires, enseignements généraux,
renseignements plutôt généraux, les jeunes étudiants venus de Lisbonne et d'autres combattantes, des femmes qui ont également combattu justement dans le maquis, pour leur tenir simplement un discours assez énigmatique, selon eux. Parce qu'il leur dit, il y a ceux qui combattent pour l'obtention de l'indépendance, mais une fois que l'indépendance est obtenue, il y a ceux qui prennent la relève maintenant pour la gouvernance du pays. Et dans la salle, même une mouche qui volait pouvait être entendue. Pourquoi? Parce que, d'après Jean Ziegler, rapportant un peu cette scène, beaucoup parmi les combattants se disent que nous n'avons pas combattu pour obtenir la libération de notre pays et ensuite pour être écartés de la gestion du pays. Ces centres d'intérêt ou ces perceptions différentes, quand ça arrive au niveau de la conception de l'État ou de l'accaparement de l'État, ça réveille en vous quoi précisément comme analyse de lucidité pour permettre justement à tous ceux qui s'engagent dans la politique de devoir y aller certainement aussi avec une très grande lucidité? Je crois que Amilcar Cabral, qui a été un grand leader politique et un grand visionnaire, avait effectivement vu le problème. Parce que aujourd'hui, ce qui plombe le processus démocratique en Guinée-Bissau, c'est quoi? C'est la logique de nous qui sommes allés. C'est-à-dire que ceux qui ont mené la guerre d'indépendance se disent qu'ils ont la légitimité de gérer les affaires publiques. C'est ça. Et donc c'est pourquoi on a une résurgence, une récurrence des incursions du pouvoir militaire, si je puis dire, dans l'exercice du pouvoir politique. Et c'est pourquoi Cabral ne croyait pas si bien dire en affirmant qu'il fallait sortir de cette optique de lutte contre l'indépendance, mais lutte pour maintenant mettre en place une équipe gouvernante, c'est-à-dire que ce sont les plus compétents et les plus outillés pour gérer l'État qu'il faut mettre en avant, et non pas seulement avoir une légitimité liée à la conquête de l'indépendance, au combat armé. Mais là aussi, c'est vrai que je ne dirais pas que c'est un vœu pieux, mais dans la réalité, c'est très compliqué parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Ils vont dire que nous avons risqué nos vies, nous nous sommes battus pour conquérir l'indépendance, qui est quand même essentiel parce que sans indépendance, on ne peut pas parler de gouvernance politique en tant que telle, puisque vous n'avez pas la souveraineté. Et après qu'ils ont consenti à ces sacrifices dirimants, qu'on puisse leur dire, mais mettez-vous de côté, on va appeler d'autres personnes. Et voilà, ça c'est vraiment un problème qu'il faut résoudre, mais ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'avec intelligence, avec lucidité, on peut avoir des situations qui peuvent progressivement permettre de sortir de cette impasse. Parce que quoi qu'il en soit, ces personnes-là, il faut peut-être essayer de voir comment les recycler dans l'armée, comment les former, comment les utiliser judicieusement, et puis voir comment stabiliser le pays. Mais une chose est essentielle, c'est la professionnalisation. Et si nous avons eu, par exemple, au Sénégal, des institutions fortes, des forces de défense et de sécurité qui sont professionnelles, républicaines, c'est lié à la qualité de la formation. Donc, plus on a des forces de défense et de sécurité qui sont très bien formées, très bien choisies, eh bien, on assoit une armée républicaine, une véritable institution militaire qui puisse jouer le rôle qui est le sien sans entrer de façon impromptue et de façon inadéquate et inappropriée au regard des principes démocratiques dans l'espace de la gouvernance. En fait, ça souligne aussi les passions auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, que quand ces militaires refusent toute progression du pays en leur absence, ou bien quand on les écarte, pour eux, ce n'est pas censé, dès lors qu'ils ont pris part justement à l'assaut pour l'indépendance. Mais j'ai envie de ramener peut-être tout ceci à notre situation, à notre vécu politique. Est-ce que notre démocratie, est-ce que notre pays, il est lisible aujourd'hui? Le pays, est-il lisible? Certes, je parlais tout à l'heure de transformation paradigmatique du jeu politique, je parlais de reconfiguration des forces politiques. Certes, nous sommes dans une période de transition, déclin des forces politiques traditionnelles et montée de nouvelles forces
de nouvelles forces politiques émergentes. Et donc ça, c'est une rupture. Maintenant, pendant cette transition qui est en train de se stabiliser encore, certes, il y a un certain flou, un certain manque de lisibilité, mais je pense que la situation va se stabiliser davantage. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est clair, ce qui est net, c'est qu'on a un déclin des forces politiques traditionnelles et une montée de forces politiques nouvelles. Vous parlez de forces politiques nouvelles. J'ai envie de savoir, de votre propre bouche, est-ce qu'il y a des noms qui vous traversent l'esprit? Est-ce qu'il y a des promesses de positionnement de leaders qui sont probablement en gestation, mais qui vont devoir demain occuper peut-être la scène politique, peut-être durablement aussi? Non, vous restez simplement au niveau des apparences. Il faut prendre les dernières élections comme instrument de mesure. C'est les élections présidentielles et les élections législatives. C'est le PASTEF qui a gagné avec un opposant qui arrive à la tête du pouvoir, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec 54,25% des voix. Et je pense que ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est les élections législatives. Le PASTEF est allé sous sa propre bannière et a pu engranger 130 députés sur 165. Donc ça, c'est une réalité. Donc on a une force politique montante et émergente qui a surclassé, qui a en quelque sorte évincé toutes les autres forces politiques traditionnelles qui se sont retrouvées avec des scores de moins de 1% ou autour de 1%. Mais cela aussi, il faut le dire, c'était lié à un certain contexte, c'est que l'élection présidentielle, c'était comme un consensus contre la continuité du régime du président Macky Sall, quel qu'en soit celui qui pouvait l'incarner, lié aussi à des contradictions internes à la coalition Benno Bokk Yakaar qui a combattu elle-même son propre candidat, mais tout cela montre qu'il y avait quand même une ferveur, une adhésion du peuple sénégalais au changement et donc à régler le problème politique par la voie des urnes, comme on l'a fait en 2012 avec la candidature du président Wade jugée comme étant anticonstitutionnelle, et plutôt que de brûler le pays pour une candidature présumée illégale, il a été plus judicieux de voter massivement contre celui qui incarnait ou qui était donc le candidat en question. Donc on est ici dans une logique aussi de compréhension dans la continuité du système politique sénégalais, mais quoi qu'il en soit, il y a, les faits sont têtus, une réalité qui est là, c'est que la force politique constatable et constatée qui contrôle le pays actuellement, c'est le PASTEF, au regard de la présidentielle de 2024 et au regard des élections législatives de la même année. Et les petits remous qui sont constatés ici ou là au sommet de l'État entre le premier... Je crois que c'est lié au fait que nous avons une structuration normative et institutionnelle qui confère au président de la République la réalité du pouvoir exécutif et que dans l'histoire politique du Sénégal, depuis le conflit de 1962 entre Senghor et Mamadou Dia, on a eu une construction monolithique du pouvoir confiée au président de la République. Donc un Premier ministre fort, ça ne peut pas exister dans l'ordonnancement institutionnel actuel et que le Premier ministre ne peut pas être le chef du président de la République. Et nous avons cette situation normative et institutionnelle qui est contredite par une situation politique qui fait que le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire qu'il a porté au pinacle avec 130 députés sur 165. Donc c'est cette contradiction principielle qui fait qu'il y a ces difficultés de cohabitation au sommet, et j'avais vu cela venir. C'est pourquoi au sortir des élections législatives, j'avais proposé qu'Ousmane Sonko alla occuper la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui fait que chacun aurait un pouvoir, le pouvoir exécutif entre les mains du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu à 54% des voix et qui a une légitimité et une légalité pour le temps du mandat, et qui n'a pas été élu seulement par le PASTEF, mais par tous les Sénégalais. Donc ça, c'est une réalité. Il détient le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est détenu
par le président du PASTEF, Ousmane Sonko. Et donc, on a une majorité parlementaire et une majorité présidentielle qui vont se concerter à travers les deux personnalités qui les incarnent, avec un Premier ministre qui pourrait être un technocrate et qui vont travailler ensemble. Et qu'au moment, s'il y a des difficultés, qu'on puisse changer le Premier ministre. Parce qu'actuellement, changer le Premier ministre, c'est pratiquement créer une crise politique, parce que le Premier ministre est un élément clé du dispositif en tant que président du parti PASTEF, qui contrôle l'essentiel des forces politiques au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà qui est clair, mais voilà aussi que cette émission se termine. Professeur, nous avons beaucoup échangé avec vous. Il y a une réelle volonté peut-être de clarifier un peu le débat politique dans notre pays, mais en vous fondant également sur des repères qui sont très évidents, suite à votre éclairage. Professeur Maurice Sudiak-John, merci beaucoup. JDD donc recevait le professeur Maurice Sudiak-John donc de l'Université de Saint-Louis, qui est agrégé donc en sciences politiques. À vous aussi, merci d'avoir suivi cette émission qui vous redonne rendez-vous pour le dimanche prochain. Abdoulaye Ndiaye et le jeune Dramé étaient donc à la partie technique. Merci.